je pense que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger doit nous intéresser parce que, justement, le Premier ministre Zine a expliqué clairement que le Bénin ne jouait pas franc jeu au niveau, donc, au nord-ouest, je crois, il a de son même pays. indiqué qu'il y a des bases, françaises, qui sont dans des forêts, en tout cas, béninoises. Exact. Alors que vous savez que nous partageons le W. Nous partageons le W qui est ennemi, il semblerait, donc, de groupes armés, mais également de criminels transfrontaliers. Donc, il y a tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce qui se passe entre deux États avec qui nous sommes dans une sorte d'alliance, nous laissons cet État-là se battre seul. Il faut aussi bien sur le plan diplomatique, mais également aussi pour quand même se positionner et inviter clairement certains pays qui sembleraient ne pas être dans la logique de cette alliance-là, de réviser ses positions. En tout cas, parlant de l'AES, le président malien a évoqué notamment la question des partenariats. Donc, ces trois pays qui ont décidé en tout cas de quitter ces partenariats de façade pour s'orienter vers des partenaires beaucoup plus sincères. Alors, Juvenal Somé, quelle est votre lecture donc de cette visite du président malien au Burkina? D'abord, je dirais au niveau macro, hein, c'est ce que le doyen Ahmed Koné a dit. Le Burkina et le Mali partagent une géographie, partagent l'histoire, partagent, je dirais, beaucoup de faits ensemble. Hein. Aujourd'hui, un Burkinabé au Mali se sent chez lui et il n'y a pas de raison que un Malien, qu'il soit ministre, président ou autre, ne se sente pas chez lui au Burkina. Donc, pour moi, une visite du président Assimi Goïta, c'est un Burkinabé aussi qui se sent tout à fait chez lui. Voilà. Donc, je pense que de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est tout à fait normal. Maintenant, au plan micro, c'est vrai que les deux États, le Burkina et le Mali, sont aujourd'hui dans une dynamique de reconstruction d'une union avec le Niger, évidemment, et tout ça, ça demande de temps à autre, c'est vrai, qu'il y ait un certain nombre de concertations entre les trois chefs d'État, le Malien, le Nigérien et le Burkinabé. Je crois que le Malien est celui qui s'est déplacé le moins, évidemment, dans les deux autres capitales. Hein. Je crois que le général Tiani est venu à Ouagadougou, si je ne me trompe pas. Le capitaine Traoré s'est également rendu à Bamako. Donc, de ce point de vue, on a entendu à un moment donné que il y avait quand même besoin de retour aussi de la partie malienne, qu'on sente que voilà, ça bouge un peu dans les deux sens. Donc, pour moi, le fait que le colonel Goïta vienne à Ouagadougou entre sans doute dans le cadre du renforcement de cette alliance des trois États, il l'a dit lui-même. Justement, est-ce que sur le plan de la sécurité, vous pensez que cette visite peut encore faire bouger plus les lignes? Tout à fait. Je pense que il s'est même indiqué dans le cadre finalement de cette union que ces trois États, à un moment donné, au-delà, je dirais, de leurs différentes équipes, se rencontrent et échangent des visions. Je pense que ça permet parfois d'aller directement à l'essentiel et de fixer un certain nombre de lignes. Pour moi, c'est important. Et vous savez que les questions sécuritaires aussi, parfois, nécessitent qu'à un moment donné, les dirigeants, ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou ailleurs, il y a des questions stratégiques qui nécessitent qu'à un moment donné, voilà, les dirigeants se rencontrent pour, je dirais, fixer, voilà, les grandes étapes, et ensemble asseoir un certain nombre de lignes sur lesquelles ils vont marquer. Pour moi, cette question de la sécurité aujourd'hui, de la lutte contre le terrorisme, nécessite évidemment qu'il y ait une meilleure coordination. On a vu qu'il y a eu des opérations conjointes qui ont été menées récemment, je crois, au Niger, voilà, entre les armées du Mali, du Burkina, du Niger et d'autres pays. Et comme j'ai dit, à un moment donné, c'est bien que les différentes hiérarchies puissent faire le point pour savoir qu'est-ce qu'il y a encore, je dirais, à apporter davantage, évidemment, dans ces politiques sécuritaires.
Oui, Blaise Kientega qui vient de nous rejoindre. Nous étions justement en train de parler donc de cette visite du président Goïta au Burkina Faso. Alors, comment est-ce que vous l'analysez? Non, mais permettez-moi, Sagnon, de dire merci donc, à l'ensemble donc, des invités, à vous également et à la RTB, et de rendre un vibrant hommage donc, aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail formidable sur le terrain. Pour revenir sur la visite du président Goïta, je pense que c'est une visite qui est assez stratégique et essentielle parce que rappelez-vous qu'aux premières heures de prise de pouvoir donc, du président Goïta, il avait fait le tour donc un peu, il était allé je crois au Ghana où il avait rencontré à l'époque avec ses camarades donc l'ex-président Guinea Rawlings et après cette ouverture là le président Goïta n'était plus sorti donc du Mali en dehors donc de cette visite là et cette visite en ce moment précis peut-être en Afrique, on se rappelle qu'il a participé donc au sommet de Saint-Pétersbourg, voilà, je vais dire, voilà, essentiellement en Afrique. Donc je pense que il y a plusieurs raisons, même si ça n'a pas été expliqué par la partie burkinabé, d'autant plus que le président du Faso n'a pas pris la parole. Mais il faut se rappeler, comme je vais la rappeler, nous avons eu des opérations militaires conjointes. Deuxièmement, il faut se rappeler aussi que historiquement, le Mali et le Burkina, contrairement à certaines affirmations, nous avons un passé qui, avant la reconstitution de la Haute-Volta, le cercle de Dédougou de Wayuguya était rattaché au Massina, et donc les peuples se sont beaucoup frottés. Et aujourd'hui, avec le terrorisme, on se rend compte que il y a cette histoire-là qu'il faut non seulement supporter, en même temps aussi, on a vu le conflit aussi sous la révolution en 85, en 74 plus en 85. Donc, et aujourd'hui, nous faisons face à un défi sécuritaire où les armées ont non seulement mené des opérations conjointes. Capidougou était donc une belle illustration de la coopération entre l'armée malienne et l'armée burkinabé. Deuxièmement, le contexte actuel fait que je pense qu'il y a là aussi la force conjointe de l'AES où il avait été admis qu'on devait donc mettre en place donc une armée conjointe. Je pense que ça a été discuté également. Troisièmement, c'est une visite assez exceptionnelle parce que le président Goïta a rencontré les Maliens de l'étranger. Et du Burkina plutôt. Donc il a échangé, c'est vrai que c'était à Bamanaka, mais moi j'ai eu quelques brides. Donc il a expliqué la philosophie globale du déroulé donc de la transition malienne, qui a à peu près les mêmes objectifs que la transition donc du Burkina, qui est celui de restaurer donc l'intégrité territoriale donc des deux pays. Et c'est une visite également aussi qui, de mon point de vue, fait du bien non seulement au Burkina mais également au Mali parce que c'est après la libération de Kidal où une armée malienne qu'on a taxée de tous les noms, des militaires qu'on a taxés de tous les noms, d'incapables d'avoir fui le front, etc. Et paf, Kidal est restauré donc au sein donc de l'État malien. Donc je pense que c'est une visite de mon point de vue qui a été riche. Qui a permis donc aux deux présidents de discuter donc la question non seulement de la collaboration bilatérale entre les deux États, mais également dans la logique globale donc de l'AES. Et il a abordé un sujet qui est relatif à l'AES, à savoir donc la dynamique des trois pays. Il a bien dit que c'est une dynamique qui est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière à faire par rapport donc à la philosophie globale donc de la gouvernance des trois États actuellement. Donc je pense que ça a été fort enrichissant non seulement pour le Burkina et pour le Mali. Je pense qu'il faut multiplier ce genre donc, de cas de concertation là. Moi j'aurais appris entre-temps qu'ils devaient se rencontrer à Bamako dans le cadre donc de l'opérationnalisation de l'AES. Peut-être que c'est encore un agenda qui nous attend, mais je pense que c'est une visite qui en valait la peine.
Ok, alors dernière réaction sur ce sujet, Ahmed Koné. Est-ce que justement dans cette guerre contre le terrorisme, dans cette lutte de l'AES en tout cas, de former les soldats, de constituer une économie souveraine, vous pensez que donc ce genre de rencontres, ces tête-à-tête entre présidents peuvent conforter les choses? Je pense que c'est d'ailleurs l'une des meilleures solutions. Parce que les chefs d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux qui sont les mieux informés. Et ils reçoivent des informations de partout. Et donc, venir se voir, se concerter, discuter, ça leur permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire dehors. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, les communications sont écoutées par-ci, par-là, par d'autres forces. Il reste que il faut se voir pour renforcer davantage les liens, échanger des informations d'ordre stratégique et ne pas forcément tout révéler dehors. Et dans le cadre stratégique, il est certain qu'aujourd'hui, la réunion que les chefs d'État tiennent, ce genre de réunion, ça se fait parallèlement à la réunion des différents membres du gouvernement. Vous savez que, n'oubliez pas la réunion qui s'est tenue tout dernièrement entre les ministres des Affaires étrangères et puis d'autres collègues africains. Moi, je mets tout ça dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, parce que j'y réfléchis depuis un certain temps. Je crois qu'il faut qu'on se prépare, parce que les hostilités sont de plus en plus grandes en dehors, évidemment, des trois États de l'AES. C'est-à-dire que plus nous avançons dans notre détermination, plus nous faisons face à des défis majeurs. Donc, qui mieux que les chefs d'État pour effectivement voir où ils en sont, à quelle étape ils en sont. Et on va manifestement de plus en plus vers la mise en place de la fameuse confédération. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire autrement. On ne peut pas ne pas faire, on peut pas ne pas aller sans ça. Il faut que les gouvernements travaillent ensemble. Déjà, les membres des gouvernements, des deux gouvernements, des trois gouvernements, travaillent chaque jour ensemble. Les techniciens élaborent des projets et lorsqu'on suit bien, on se rend compte qu'on avance. On n'a pas besoin de le dire ouvertement, mais il faut attendre que certaines étapes soient franchies avant que l'on ne dise à l'ensemble des populations où on en est. Parce que les forces contraires sont aussi à l'écoute. Et aujourd'hui, personnellement, je pense que les chefs d'État ont bien fait de se retrouver. Et je vois que au niveau des différents ministres, que ce soit les affaires étrangères, le développement au niveau des postes et puis le numérique, il y a aussi des travaux qui se font. Et chaque jour, les gens voient qu'effectivement, les forces de défense et de sécurité aussi travaillent à mutualiser leurs efforts et au-delà des frontières qui devront ne plus exister peut-être dans quelques mois ou quelques années. Donc, on voit bien que les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble. Je crois que ce sont des événements de nature à conforter les positions des deux chefs d'État dans leur conquête des territoires, mais en même temps, ça rassure l'opinion nationale et l'opinion internationale. Parce qu'il y a aussi des gens qui appuient l'AES. Et donc, c'est bon quand même de voir que tout ce qu'on raconte dehors, tout ce qu'on raconte contre l'AES, ce n'est pas forcément vrai. Il y a une autre version qui est là et ce sont les chefs d'État qui sont les meilleurs porteurs de ces informations d'ordre stratégique. Oui. Et puis, le processus, il est quasiment irréversible et malgré les forces contraires qui sont là tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il faut que les trois États de l'AES se donnent les moyens d'y arriver en mutualisant seulement leurs forces en matière de lutte contre l'insécurité, parce que nous avons vu que la CEDEAO a failli là où elle devrait être présente pour aider ces peuples-là. Et le comble du paradoxe est que cette même CEDEAO-là était capable de mobiliser une force en attente pour restaurer un quelconque pouvoir. Voilà. Parce que le président démocratiquement élu a été renversé. Et l'autre aspect également de l'opportunité de cette rencontre, c'est vrai, les moyens de communication sont là, les moyens d'écoute aussi sont là, mais une visite physique comme ça, c'est assez intéressant parce que pour qu'on aspire à un réel développement, il va falloir effectivement mettre les moyens et nos ressources en avant, surtout la formation des ressources humaines, voilà, pour pouvoir mieux exploiter les ressources naturelles. Donc aujourd'hui, que ce soit le Burkina Faso, aujourd'hui que ce soit le Mali ou le Niger, ces trois États disposent
d'énormes potentialités naturelles, voilà, qu'ils peuvent exploiter et en tout cas, à un moment donné, pouvoir atteindre l'autosuffisance, pas seulement alimentaire, mais dans tous les domaines pratiquement. Quand nous regardons aujourd'hui un peu le Japon a un sol quasiment impossible d'exploitation, mais quand on regarde quand même leur niveau d'exploitation, leur niveau de développement, ça en tout cas, ça donne envie. Donc je crois que il faut que ces trois États-là se donnent vraiment les moyens, voilà, dans ce processus-là, pour pouvoir vraiment faire sortir les peuples de ce marasme qu'ils vivent pratiquement depuis les fameuses années des indépendances. Oui, Blaise Kientega, très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que je suis de ceux qui n'est pas, je suis pas très satisfait en fait de la dynamique de l'AES, parce que je pense qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que quand vous observez ce qui se passe dans la sous-région, vous avez un Burkina Faso qui est à 6 frontières, qui fait que ça complique aussi bien en fait les forces donc du pays à subir au choc, aussi bien de l'agression dont nos pays sont victimes, ça carrément il faut le dire. Nous sommes proches donc d'un pays qui visiblement est poste de commandement de la France-Afrique actuellement. Vous avez tout dernièrement des agitations entre donc le Bénin et le Niger, dont visiblement la logique de l'AES ne plaît pas à un certain Patrick Talon, où on a vu tout récemment la visite donc du général Lecointre, qui nous a dit clairement que il faut recoloniser l'Afrique. On se moque de la démocratie et des principes de droits de l'homme et qui séjournent au Bénin. C'est vrai que selon certaines indiscrétions, des task force sont créés donc par certains pays de la CEDEAO en vue justement de contribuer aussi bien à la désinformation sur donc ce qui se passe dans l'AES, mais en même temps aussi favoriser certaines actions qui ne seraient pas nobles. Donc, du coup, je pense que l'AES doit être beaucoup plus agressive et beaucoup s'intéresser aussi à ce qui se passe entre deux voisins. Moi, je ne suis pas d'accord que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger actuellement, on ne sentait pas la position clairement affichée des pays comme le Burkina Faso et, j'allais dire, le Mali. Donc, moi, je pense qu'il faut harmoniser les forces. Il faut travailler à aussi préparer aussi, j'allais dire, les arguments ou du moins les moyens pour pouvoir faire face à tout ce qui pourrait, en tout cas, ressembler à une sorte, visiblement, d'agression de la dynamique donc, des trois États. Donc, il y a cet aspect-là. Le dernier aspect... Mais justement, l'AES, c'est sur la base, hein, c'est parti sur la base, en tout cas, de la défense, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que les questions internes entre le Bénin et le Niger, notamment à propos du pétrole, hein, qui doit transiter par les ports béninois, est-ce que c'est un aspect qui concerne directement l'AES et ce n'est pas une question bilatérale entre les deux pays? Non, visiblement, vous allez prendre cette actualité comme une question bilatérale. Mais je crois que le Premier ministre Zine l'a expliqué. Le Bénin a été indexé comme étant donc un pays actuellement qui ne jouerait pas franc jeu dans le cadre donc, de la protection des frontières. Et nous avons une frontière, par exemple, avec le Bénin, où ces derniers temps, on a eu en fait des agressions de nos populations dans ces zones-là. C'est vrai que c'est une zone à conflit, mais après, en dehors donc de cette visite qui n'a pas été forcément médiatisée à l'époque où il semblerait que le président Patrice Talon a séjourné ici à quelque temps avec la venue au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Je pense que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger doit nous intéresser parce que justement le Premier ministre Zine a expliqué clairement que le Bénin ne jouait pas franc jeu au niveau donc au nord-ouest. Oui, il a même indiqué qu'il y a des bases françaises hein, qui sont dans des forêts en tout cas béninoises. Exact, alors que vous savez que nous partageons le W, nous partageons le W qui est un nid, il semblerait donc de groupes armés, mais également de criminels transfrontaliers. Donc il y a tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce qui se passe entre deux États avec qui nous sommes dans une sorte d'alliance, nous laissons cet État-là se battre seul. Il faut aussi bien sur le plan diplomatique, mais également aussi pour
quand même se positionner et inviter clairement certains pays qui sembleraient ne pas être dans la logique de cette alliance-là, de réviser ses positions, d'autant plus que quand on regarde historiquement le pays donc résistant comme Béhanzin, qui, avec ces fameuses Amazones qui ont résisté à la colonisation, il ne faudrait pas que des gens dans une logique donc de néocolonisation reviennent utiliser un pays noble comme le Bénin pour en tout cas nous emmerder dans la sous-région. Donc moi je pense qu'il faudrait que l'AES soit beaucoup plus, rigide et puisse clairement envoyer des signaux clairs et des messages clairs. Parce que c'est ça qui va faire votre force. Il ne faut pas attendre qu'on disperse vos forces au même moment où le Niger, le Mali et le Burkina Faso devraient se concentrer sur une synergie d'action et une collaboration bilatérale avec certains pays de la CEDEAO s'ils en veulent, pour justement endiguer donc la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Je pense que il ne faut pas qu'on nous divertisse les forces, nous devons être focus dans cette logique donc de l'union des États. En tout cas, la charte de l'AES est claire, en cas d'agression d'un pays, donc les autres pays donc reviendront au secours donc du pays agressé. Oui, Ahmed connaît très rapidement, on n'est malheureusement plus par le temps, même si le sujet est passionnant. Mon jeune frère Kintega qu'il faut aller doucement aussi. Parce que doucement, c'est aller sûrement. Je crois que l'AES est en train de s'organiser. Ici, c'est un problème bilatéral. Et puis, évidemment, il y a l'ordre diplomatique. Et puis, bon, les aspects économiques sont là aussi. Mais je crois que, de toute façon, s'il y a une agression contre le Niger, venant de quelques pays que ce soit, il est clair et net que les pays de l'AES vont se retrouver pour mutualiser les efforts. Je pense qu'il ne faut pas trop se presser. Je pense que dans une situation comme ça, c'est bon d'observer, d'écouter et puis d'attendre que le Niger pose un problème, le problème au niveau de l'AES. S'ils n'ont pas encore posé, je ne sais pas, peut-être ils n'ont pas encore posé officiellement le problème, mais le Niger continue à travailler avec l'AES dans la lutte, justement dans la zone de W, contre les agresseurs. Bon, maintenant le problème qui se pose au niveau du Bénin et du Niger, c'est le problème du pétrole, ainsi de suite, et puis une mauvaise exécution de contrats bizarres. Bon, ça c'est un autre aspect économique. Si on doit prendre tous les petits problèmes bilatéraux autour de nos frontières, je crois qu'on n'en sortira pas. Il faut que nos services techniques étudie la question pour maintenant se référer aux différents gouvernements et aux chefs d'État. Je pense qu'il ne faut pas trop se presser. Ça va venir. On attend. Si le général Lecointre a eu un bon repère au Bénin, nous faisons confiance au peuple béninois pour régler le compte à tout ceci, parce qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, le Burkina Faso a été d'ailleurs bien apprécié par le Bénin de l'époque, sous le général Mathieu Kérékou, au début de la Révolution, lorsque les mercenaires ont attaqué le Bénin. Moi, j'étais rédacteur en chef de la radio-télévision nationale. Et le ministre de l'information de l'époque, le général Azoyou, était venu ici, il nous a félicités parce que nous avions soutenu effectivement la lutte contre les mercenaires. Je vois mal le peuple béninois accepter d'être aujourd'hui le porte-parole de forces impérialistes pour lutter contre les États de l'AES. Faisons confiance aux forces béninoises et aux forces et aux populations, au peuple béninois, pour que demain, si des problèmes se posent ouvertement, qu'elles fassent obstacle effectivement à toutes ces velléités. Alors, nous sommes très pris par le temps. Il nous reste deux sujets sur la table. Il faut qu'on avance. Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois que le Bénin a trouvé quand même un petit bon cocktail d'anciens présidents, voilà, qui sont quand même des personnes honorables qui étaient la dernière fois à Niamey. Et je crois que des choses assez importantes vont sortir de cette rencontre-là. Donc, on observe en attendant que éventuellement d'autres situations se présentent, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.